Fuis mon fils. Ce furent les derniers mots qu'Angela entendit de sa belle-mère, murmurés d'une voix tremblante avant que le moniteur cardiaque ne s'arrête. Avec la disparition de Belle, Angela commence à découvrir la vérité glaçante derrière cet avertissement. Des secrets enfouis dans des tiroirs verrouillés, des murmures sur une fille disparue il y a des années, et un mari souriant qui pourrait ne pas être celui qu'il semble être. Alors que les murs se referment sur elle, Angela doit décider. Faire confiance à l'homme qu'elle a épousé ou croire la femme mourante qui a essayé de la sauver. Bonjour à tous, bienvenue. Abonnez-vous et laissez un pouce bleu, ça compte énormément pour nous. La chambre d'hospice était enveloppée d'un silence propre aux mourants, un silence non pas de paix, mais d'attente. Les machines bourdonnaient doucement. Une fenêtre entr'ouverte laissait entrer une brise chaude d'été tardif, agitant les rideaux blancs comme des doigts fantomatiques. Angela était assise au chevet de sa belle-mère, Belle Voss, tenant sa main frêle. La peau de Belle était fine comme du papier, ses veines sombres sous la surface comme des rivières effacées sur une carte. Sa respiration était faible, irrégulière. Des tubes partaient de son nez et de ses poignets, et le moniteur cardiaque vert affichait un rythme fragile, erratique, s'éteignant peu à peu. Malgré sa détérioration physique, l'esprit de Belle restait remarquablement lucide ces derniers jours. Elle parlait en énigmes brèves, évoquait des regrets passés et regardait Angela d'une manière qui semblait dépasser l'affection familiale, comme un mélange de peur et d'urgence dans ses yeux pâles. Épuisée émotionnellement, alourdie par le poids de voir quelqu'un mourir à petit feu, Angela se pencha et murmura « Veux-tu de l'eau, Belle ?» Belle ne répondit pas. Soudain, ses doigts se refermèrent sur le poignet d'Angela, serrés, osseux, étonnamment forts. Ses yeux troubles s'ouvrirent brusquement, se fixant sur ceux d'Angela. Pendant une seconde, Belle sembla presque éveillée. Ses lèvres tremblèrent, sa gorge s'agita comme si des mots étaient coincés, luttant pour sortir. Angela se pencha plus près, surprise. « Qu'est-ce qu'il y a ? De quoi as-tu besoin ?» La voix de Belle, rauque, comme traînée dans la poussière et le temps, murmura distinctement « Fuis mon fils ». Angela cligna des yeux. La prise de Belle se resserra, son regard brûlant, non délirant, mais intentionnel. « Fuis Marcus ». Puis ses doigts se relâchèrent, sa tête retomba sur l'oreiller avec un long soupir. Le moniteur cardiaque hurla une note aiguë, un trait plat. Une infirmière se précipita tandis qu'Angela restait immobile, incapable de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Belle était partie. Marcus arriva 10 minutes plus tard, la chemise froissée par le trajet, des cernes sous les yeux. Il enlaça Angela, la serrant contre sa poitrine. Elle ne lui rendit pas son étreinte, se sentant vide. Son cerveau répétait ces 3 derniers mots en boucle, « Fuis mon fils ». Marcus la serra plus fort, embrassa le sommet de sa tête. « Je suis désolé, bébé, je n'ai pas pu arriver à temps. » Angela se força à hocher la tête. Elle ne pouvait pas parler, ses lèvres sèches, son esprit ailleurs. Ce murmure ne ressemblait pas à une hallucination. C'était un avertissement. Et quelque part, au fond d'elle, quelque chose commença à se dénouer. La vieille maison grinçait comme si elle pleurait. Angela se tenait dans l'entrée de la maison victorienne de Belle, le silence pesant sur sa poitrine comme une humidité avant l'orage. Bien que le quartier se soit modernisé, la maison de Belle restait résolument démodée. Papier peint fané, peinture à l'huile d'ancêtres austères, meubles anciens qui semblaient prêts à s'effondrer sous un regard trop insistant. Angela était venue seule, disant à Marcus qu'elle devait trier les affaires de Belle, mais la vérité était plus complexe. Ce murmure mourant, « Fuis mon fils », l'avait infectée comme une écharde sous la peau. Elle n'en avait pas parlé à Marcus, ne pouvait pas. Chaque fois qu'elle le regardait maintenant, la voix de Belle résonnait dans son esprit, comme une cloche d'alarme, urgente et froide. À l'étage, dans la chambre de Belle, la poussière dansait paresseusement dans les rayons du soleil de fin d'après-midi. La pièce sentait la lavande et les vieux livres. Le lit était fait, les draps tirés, comme Belle l'exigeait même lorsqu'elle souffrait trop pour le faire elle-même. Angela ouvrit les tiroirs, regarda derrière les cadres, inspecta le haut de l'armoire à la recherche de quelque chose d'inhabituel. Rien ne semblait anormal jusqu'à ce qu'elle essaie le tiroir du bas du vieux bureau en chêne. Verrouillé. Il ne ressemblait pas aux autres, qui s'ouvraient facilement et contenaient des foulards pliés, des chemises de nuit jaunies, des flacons de lotion non ouverts. Ce tiroir était différent, plus lourd, comme s'il gardait quelque chose.
Angela s'agenouilla, essayant à nouveau la poignée, et remarqua de fines éraflures sur le bois, là où une clé avait été insérée de nombreuses fois. Ses doigts picotaient. Mais où était la clé? Elle fouilla la pièce méthodiquement, guidée par l'instinct plus que par la logique. Puis elle se souvint d'une phrase que Belle avait dite en passant, à moitié endormie après une chimiothérapie: « La vérité est toujours sous les pieds ». À l'époque, Angela avait cru à une métaphore. Maintenant, cela semblait plus concret. S'allongeant sur le sol, elle passa la main sous le lit, effleurant quelque chose de rugueux, en bois, avec un petit rebord, un faux panneau. Elle tira doucement, et il se souleva, révélant un petit sachet de velours contenant une clé en laiton, ternie par le temps. Son pouls s'accéléra. D'une main tremblante, Angela inséra la clé dans la serrure. Elle tourna sans effort, avec un léger clic. Le tiroir s'ouvrit en grinçant. À l'intérieur, un trésor de secrets, 5 journaux reliés de cuir, soigneusement étiquetés par année, de 1995 à 2010. En dessous, une enveloppe Kraft remplie de coupures de presse. Angela saisit la première, datée de juillet 2004. Disparition de l'adolescente locale Sarah Jones, dernière fois vue près du lac Reed. Le titre était sinistre, la photo granuleuse, une jeune fille, peut-être 15 ou 16 ans, avec des boucles et un sourire en coin. Angela n'avait jamais entendu ce nom. Sous les coupures, des photographies, des dizaines, des polaroids décolorés, des tirages d'ISX-15 de pharmacie. Dans plusieurs, Angela reconnut un Marcus plus jeune, pas plus de 16 ans, le bras nonchalamment passé autour de la fille du journal, Sarah. Angela, abasourdie, fixa les images. La familiarité sur le visage de Marcus, ce sourire qu'elle trouvait autrefois charmant, semblait maintenant différent, calculé. Elle prit un des journaux et tourna les pages jusqu'à une page marquée. L'écriture de Belle était serrée, élégante, teintée d'inquiétude. 18 juin 2004. Marcus est rentré tard encore, les vêtements boueux, des éraflures sur le cou. Il a dit s'être battu au lac avec des garçons. Mais je ne le crois pas. Il semblait euphorique. J'ai vu Sarah hier, elle avait une ecchymose sur la joue. Quand j'ai demandé, elle a évité mon regard. J'ai peur que quelque chose ne va pas. Angela referma le journal lentement, son poids presque étouffant. Une autre entrée attira son attention, griffonnée à la fin du même carnet. Si je disparais ou si quelque chose m'arrive, c'est Marcus, mon fils, mon unique enfant. J'ai échoué avec lui, et maintenant je crains qu'il me fasse regretter d'avoir caché la vérité. Angela s'adossa au sol, son cœur battant à tout rompre dans ses oreilles. Elle ne pouvait plus respirer. Ce n'était pas juste un garçon perturbé, c'était quelque chose de plus sombre. Marcus n'avait jamais mentionné Sarah, pas une seule fois en 5 ans de mariage. Elle remit tout soigneusement dans le tiroir, le verrouilla, éteignit la lumière et sortit dans le couloir. Son téléphone vibra. « Marcus, tu rentres bientôt? Tu me manques. » Elle fixa le message, son pouce suspendu au-dessus du bouton de réponse. Les derniers mots de Belle revinrent, plus forts, comme portés par le vent, « Fuis mon fils. » Cette nuit-là, Angela était allongée dans le lit à côté de Marcus, son corps raide sous les couvertures, son esprit en ébullition. Chaque craquement de la maison la faisait sursauter. La chaleur du corps de Marcus, autrefois réconfortante, lui semblait maintenant une proximité dangereuse. Il dormait profondément, comme si le monde n'avait aucun poids sur sa conscience. Elle le regardait respirer, si facilement, si paisiblement. Elle lui tourna le dos et fixa les contours des rideaux éclairés par la lune. Les journaux de Belle et la boîte de coupures étaient cachés dans le coffre de sa voiture, verrouillés, enveloppés dans une vieille couverture. Elle n'avait pas osé les ramener à la maison. Au matin, Angela inventa une excuse pour éviter le petit déjeuner, disant qu'elle avait des courses à faire, et se rendit directement à une bibliothèque à proximité. Elle ne voulait pas risquer d'utiliser l'ordinateur de la maison, trop traçable, trop proche. Assise à un terminal public poussiéreux, elle tapa dans la barre de recherche « Sarah Jones disparue 2004 lac Reed ». Les premiers résultats étaient de vieux bulletins de police, un langage sec, des faits stériles. Dernière fois vue rentrant à pied d'une fête d'été, suspicion de crime, mais non confirmée, aucun corps retrouvé. Puis un lien attira son attention. En mémoire de Sarah, archive de blog, dernière mise à jour 2013. Elle cliqua. La page était simple, fond blanc, texte noir,
un lien d'image cassé en haut où une photo avait autrefois existé. Le blog semblait abandonné. Je m'appelle Marie Jones. J'ai commencé ce blog quand ma fille Sarah a disparu en juillet 2004. Elle avait 16 ans, était en première au lycée, aimait la poésie, avait l'habitude de mordre ses capuchons de stylo et voulait devenir vétérinaire. Angela défilait, les yeux rivés sur chaque mot. La police a interrogé les suspects habituels, les amis, son petit ami, Marcus Voss. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas assez de preuves pour retenir quelqu'un. L'estomac d'Angela se noie. Petit ami. Marcus. Après quelques mois, l'affaire s'est refroidie. Marcus est parti à l'université. Sa mère a cessé de répondre à nos appels. Nous n'avons jamais eu de réponse. Angela s'adossa, son poids assourdissant. Elle ne connaissait pas Marcus au lycée, ils s'étaient rencontrés adultes. Il lui avait dit des choses simples. Élevé par une mère célibataire, aimait les livres, le camping, pas de frères et sœurs, jamais de relations sérieuses avant elle. Ce dernier point était un mensonge. D'une main tremblante, Angela cliqua sur un article plus ancien intitulé « Son sourire ». Une photo numérisée, floue mais reconnaissable, s'ouvrit. La même fille des photos du tiroir de Belle, boucle noire, une fossette, des yeux doux et pleins d'espoir. Elle riait à quelque chose hors champ. Angela déglutit péniblement. La légende disait, prise la veille de sa disparition. Je m'en souviens, elle portait ce bracelet ridicule de perles vertes qu'elle avait fait au camp. Elle ne l'enlevait jamais. Le bracelet vert. Angela l'avait vu, un éclat dans une photo du tiroir. Quelque chose d'autre était étrange dans cette image. Marcus souriait, debout derrière Sarah, mais son visage elle ne souriait pas vraiment. Il y avait une tension dans sa mâchoire, une ecchymose sous son œil, à peine visible, juste assez pour semer le doute. Angela sortit son téléphone, agrandit la copie de celle qu'elle avait prise la veille. Le bracelet était là, l'ecchymose aussi, et la main de Marcus posée sur l'épaule de Sarah, trop fort, les doigts pâles sous la pression. « Mon Dieu !» murmura Angela. La bibliothèque lui parut soudain plus froide. Elle regarda autour d'elle, personne ne l'observait, mais elle se sentait exposée. Elle envoya le lien par email à elle-même, effaça l'historique et se déconnecta. En rentrant, elle se surprit à vérifier son rétroviseur plus que nécessaire. À la maison, Marcus était dans le garage, bricolant sur son établi. Il leva les yeux lorsqu'elle entra, essuyant la graisse de ses mains avec un chiffon. « Salut », sourit-il. « Les courses, ça va ?» Elle hésita. « Bien, juste des courses. » Ses yeux s'attardèrent sur elle plus longtemps que d'habitude. « Ça va ? Tu as l'air fatigué. »« Je n'ai pas bien dormi. » Marcus hocha lentement la tête. « Tu penses encore à ma mère ?» Angela força un sourire. « Oui. » Il s'avança, toucha doucement sa joue. « Elle t'aimait, tu sais. » Angela hocha la tête. Elle a dit des choses vers la fin qui m'ont surprise. Marcus inclina la tête, curieux. Comme quoi? Elle plongea dans ses yeux doux qui lui avaient autrefois semblé si fiables. Elle pensa à la voix de Belle, au sourire de Sarah, aux ecchymoses, au bracelet vert, au tiroir verrouillé. Elle sourit en retour. Rien d'important. Marcus se pencha et l'embrassa. Angela lui rendit son baiser, car elle savait maintenant qu'elle ne pouvait pas le laisser soupçonner ce qu'elle avait découvert. Pas encore. La cave avait toujours été interdite. Au début de leur mariage, Angela en avait plaisanté. « Sérieusement, qu'est-ce qu'il y a en bas ?» avait-elle demandé en riant à moitié. Marcus souriait, avec son charme désinvolte, et détournait la conversation. Juste des outils, du vieux bric-à-brac, de la moisissure. C'est dégoûtant. Je la garde verrouillée pour que tu ne tombes pas malade ou que tu ne sois pas attaqué par des araignées mutantes. Dit avec un clin d'œil, et Angela, naïve et nouvellement amoureuse, n'avait pas insisté. Mais maintenant, cette porte semblait moins une gêne qu'une confession scellée. C'était un mardi matin. Marcus était parti pour une réunion avec un client en ville, laissant un baiser sur sa tempe et une thermos de café. Angela lui avait fait un signe de la main avec un sourire, attendu 10 minutes après que la voiture eut disparu, puis s'était rendue directement au garage. Elle savait maintenant où il gardait les clés de rechange. Elle l'avait observé une fois à travers le miroir du couloir,
notant la façon subtile dont il glissait la main derrière le panneau du vieux radiateur en verrouillant pour la nuit. La clé était là. Elle la saisit fermement, le cœur battant. Chaque pas vers la porte de la cave semblait plus bruyant que nécessaire. La serrure céda avec un clic qui résonna dans la maison. Elle ouvrit la porte lentement. Une bouffée d'air froid et rance l'accueillit. Les escaliers étaient raides, semblant plus vieux que la maison elle-même. L'interrupteur crépita une seconde avant que l'unique ampoule ne s'allume, projetant une lueur jaunâtre sur la pièce. Elle descendit. La cave était silencieuse, trop silencieuse. Sol en béton, tuyaux apparents au plafond, murs tapissés d'étagères remplies d'outils, de pots de peinture, de boîtes marquées, divers et bric-à-brac. Mais ce n'était pas cela qui attirait son regard. C'était le mur du fond. Quelque chose clochait. Angela s'avança, scrutant la zone, et repéra une fine jointure près du coin. Elle s'agenouilla. Le mur n'était pas en briques massives comme les autres, mais en bois peint pour se fondre, presque parfaitement. Ses doigts tapotèrent jusqu'à trouver un son creux. Elle se leva, passa ses mains sur la surface. Une fine fissure verticale courait de haut en bas, à peine perceptible. Sur le côté, sous une bâche suspendue, un anneau de fer rouillé était encastré dans le sol. Elle tira. Le panneau de bois se souleva comme une trappe. Une odeur la frappa, air rance, épais de poussière, de pourriture et d'eau de javel. L'obscurité en dessous s'ouvrait comme une bouche. Elle hésita, puis saisit une lampe de poche sur une étagère proche et la dirigea vers le bas. Des marches en bois descendaient dans un sous-cellier caché, plus petit. Elle descendit lentement. La pièce en bas était petite, peut-être 3 mètres sur 3, mur en béton, une ampoule vacillante suspendue au plafond. Il faisait plus froid ici, comme si le soleil n'avait jamais touché cet endroit. Le sol était couvert de terre. Dans un coin, un tas d'os. Au début, elle espéra qu'ils étaient animaux, peut-être de ratons laveurs ou de chats errants, mais la taille d'un fémur suggérait autre chose. Elle s'approcha. Près du mur, un sac plastique noir contenait quelque chose enveloppé dans du tissu. Elle l'ouvrit, des vêtements, un sweatshirt déchiré, un jean délavé, une bande de perles vertes. Son souffle se coupa. Le bracelet de Sarah. L'estomac d'Angela se retourna. Elle recula, la main sur la bouche. Contre le mur, un miroir fendu, son cadre éclaté. Sur la surface, quelqu'un avait griffonné des mots dans ce qui semblait être de la peinture rouge, mais Angela n'était pas sûre. Elle savait. Elle se retourna et remonta les marches en courant, manquant de trébucher. Elle referma la trappe, replaça la bâche, essuya l'anneau de fer pour effacer ses empreintes. De retour à l'étage, ses mains tremblaient tellement qu'elle faillit laisser tomber son téléphone en ouvrant ses messages. Elle s'apprêtait à appeler la police, mais l'écran s'alluma. « Marcus, mon vol a été annulé, je rentre en voiture, à la maison dans 15 minutes. » Angela se figea. 15 minutes. Elle se précipita dans la salle de bain, se lava les mains, le visage, les vêtements. Elle jeta la lampe de poche dans le panier à linge. Un coup d'œil à l'horloge, 12 minutes. Quand Marcus franchit la porte d'entrée, elle était dans la cuisine, versant du thé, les mains stables, le visage neutre. Il s'approcha par derrière, embrassa sa nuque. « Je t'ai manqué. »« Bien sûr, » murmura-t-elle, mais ses yeux ne quittaient pas le bloc de couteau. Et sous le plancher, les secrets d'une fille disparue murmuraient à travers les fissures. Angela ne dormit pas cette nuit-là. Elle était allongée à côté de Marcus, qui dormait comme un homme sans le moindre souci. Son bras reposait possessivement sur sa taille. Elle sentait son pouls dans son cou, rapide, erratique, terrifié. Son corps était là, ses pensées ailleurs. L'image du bracelet de perles vertes flottait derrière ses paupières à chaque clignement. Cette trappe, les os, les mots écrits sur le miroir fendu. Elle savait. Sarah avait su. Belle avait su. Et maintenant, Angela savait aussi. Au lever du soleil, elle prit une décision. Elle attendit que Marcus parte courir. Il courait toujours 5 kilomètres le vendredi, jamais un écart, comme une horloge. Elle le regarda jogger dans la rue, son sweat bleu marine rebondissant à chaque foulée confiante. Dès qu'il tourna le coin, elle saisit son sac, la clé USB où elle avait chargé les photos de la cave et le journal de Belle. Elle conduisit vite, trop vite.
Le poste de police local était petit, 5 officiers et une secrétaire qui l'accueillit avec une gaieté forcée. « Je dois parler à quelqu'un à propos d'une affaire classée », dit Angela, brandissant le journal comme un insigne. « J'ai de graves inquiétudes. » L'officier Hardy, un homme grand au front dégarni et aux yeux endormis, la conduisit dans un bureau à l'arrière. Elle expliqua tout, ou essaya, les photos, le cellier caché, le bracelet, les derniers mots de Belle. Il écouta, prit des notes, et quand elle eut fini, il lui lança un regard qui la fit se sentir comme une enfant signalant des monstres sous son lit. « C'est certainement convaincant, » dit Hardy lentement, « mais il n'y a pas de corps, et sans mandat, nous ne pouvons confirmer ce que vous dites. »« Je peux vous y emmener, » insista-t-elle, le cœur battant. « Tout de suite, je peux vous montrer. » Il nous faudrait plus qu'un simple soupçon pour obtenir une autorisation. « Je ne dis pas que vous avez tort, » ajouta-t-il rapidement, sentant sa frustration. « Mais nous voyons des cas comme ça, des drames familiaux, du chagrin. Vous seriez surprise de voir combien de fois ça se transforme en malentendu. » Angela partit furieuse, mais pas surprise. Il ne la croyait pas encore. Elle s'assit dans sa voiture sur le parking du poste, les mains crispées sur le volant. Puis elle se souvint de quelqu'un d'autre. L'avocat de Belle. Belle en avait parlé une fois, en passant. S'il m'arrive quelque chose, tout est arrangé avec Monsieur Tyrone. À l'époque, Angela avait balayé cela, mais maintenant, ce nom résonnait comme une cloche dans sa tête. Elle trouva son numéro en ligne et appela immédiatement. « Mademoiselle Dawson, » dit-il lorsqu'elle se présenta, « je me demandais quand vous appelleriez. » Angela cligna des yeux. « Vous vous attendiez à mon appel. »« Oui. Votre belle-mère a laissé des instructions. Je ne devais vous contacter que si vous me joignez. » Elle a dit, « Si elle le fait, cela signifie que le moment est venu. » Sa voix était calme, trop calme. Ils se rencontrèrent 2 heures plus tard dans son bureau, un petit espace soigné, rempli de livres de droit, sentant le cuir poli et la poussière. Monsieur Tyrone, la soixantaine, mince, avec des lunettes à monture métallique, avait l'allure d'un banquier de film noir. Il tendit à Angela une enveloppe scellée, portant l'écriture de Belle, « Angela, pour vos yeux uniquement. » Elle l'ouvrit. À l'intérieur, une lettre tapée, notariée, au langage clair, légal, mais son contenu glaça les mains d'Angela. « À qui de droit, si je suis retrouvée morte dans des circonstances soudaines ou suspectes, ou peu après avoir révélé le contenu de ce document à ma belle-fille, Angela Dawson, je crois que mon fils, Marcus Voss, est directement ou indirectement responsable. Mon fils n'est pas sain. Il cache la vérité depuis des années. Il est manipulateur, charismatique, et je le crains dangereux. » En juillet 2004, Sarah Jones, une jeune fille, alors petite amie de Marcus, a disparu. J'ai trouvé des vêtements ensanglantés dans notre cave peu après. Je l'ai confronté. Il a ri. J'ai dit à la police que je ne savais rien. J'avais peur. J'ai vécu dans la peur de mon fils depuis ce jour. Angela, si vous lisez ceci, c'est que vous avez commencé à suspecter ce que j'ai toujours su. Utilisez cette lettre, utilisez mes journaux, protégez-vous. Je suis désolée de ne pas avoir fait plus. Briella Monsieur Voss. Le souffle d'Angela se bloqua dans sa gorge. Elle leva les yeux vers Tyrone. Puis-je utiliser ceci pour aller à la police? J'ai déjà déposé une copie numérique auprès de l'assurance de mon cabinet, répondit-il. S'il vous arrive quelque chose, elle sera rendue publique. Mais Angela, il se pencha en avant, ne comptez pas sur le système pour vous sauver. Préparez-vous. Ces mots la glacèrent plus que la lettre. Cette nuit-là, Angela ne rentra pas chez elle. Elle s'enregistra dans un hôtel à la périphérie de la ville, paya en liquide, changea de numéro, envoya un message rapide à Marcus. « Je reste chez Lisa, soirée entre filles, tu survivras. » Il répondit avec un émoji rieur et un cœur. Mais Angela ne dormit pas. Elle prépara un sac, fit des copies de la lettre et des journaux, envoya tout à un compte privé avec un envoi différé, au cas où. Elle fixa le plafond de l'hôtel pendant des heures, ses pensées comme une tempête. Marcus avait trompé tout le monde, mais pas Belle, en fin de compte. Et maintenant, elle avait transmis son fardeau à Angela. La seule question était, survivrait-elle? Le matin se leva, gris et lourd. L'air dehors était immobile, comme si le monde retenait son souffle.
Angela était assise au petit bureau de sa chambre, fixant le téléphone jetable qu'elle avait acheté la veille. Le plan était simple, se rendre au bureau de l'avocat, lui remettre tout ce qu'elle n'avait pas encore donné, puis disparaître. Pas pour toujours, juste assez longtemps pour ériger un mur entre elle et Marcus, laisser la vérité émerger, laisser le poids des mots de Belle l'écraser enfin. Son sac était prêt, vêtements, clés USB, originaux de la lettre de Belle et des photos. Clé en main, un dernier regard dans la pièce pour s'assurer qu'elle n'avait rien oublié. Puis le téléphone vibra. Numéro inconnu, où es-tu? Son estomac se noua. Quelques secondes plus tard, le téléphone de l'hôtel sonna. Elle le fixa, pétrifiée. Il sonna encore, encore. Elle décrocha. Allô? Silence. Puis sa voix. Angela. Ses genoux faillirent céder. Marcus, comment as-tu? Elle commença, mais il l'interrompit, calme, doux, comme toujours. J'ai appelé Lisa. Elle a dit qu'elle ne t'a pas vu. Tu m'as menti. Angela ne répondit pas. Tu es entré dans la maison, dit Marcus après une pause. Dans la cave. Je t'avais dit de ne pas y aller. C'était privé. Tu es un meurtrier, murmura Angela. Le silence s'étira, puis, de manière glaçante, il rit. Tu sais combien de fois j'ai entendu ce mot? Dit-il. De ma mère, de Sarah, et maintenant de toi. C'est toujours la même chose. Je vais à la police, dit-elle. Non, tu n'iras pas, répondit-il. Il ne criait pas, ne menaçait pas, il le disait comme un fait. Parce que je suis déjà dehors. Son cœur s'arrêta. Angela s'approcha lentement de la fenêtre, écarta le rideau et vit sa voiture garée de l'autre côté du parking, la portière conducteur ouverte. Il était là. Il l'avait trouvé. Angela lâcha le rideau et recula, le souffle coupé. Elle saisit son sac et s'enfuit, le cœur battant comme un tonnerre dans ses oreilles. Pas le temps pour l'ascenseur, elle dévala l'escalier, 2 marches à la fois, ignorant la douleur dans ses jambes, le poids du sac tirant sur son épaule. Elle jaillit par la sortie arrière de l'hôtel, dans une ruelle. L'adrénaline la submergea. Elle ne regarda pas en arrière. De l'autre côté de la rue, une station-service. Elle sprinta vers elle, agitant frénétiquement les bras. L'employé sortit, surpris. « S'il vous plaît, Alta-TL, il veut me tuer, appelez la police. » L'homme hésita une fraction de seconde, puis courut à l'intérieur pour prendre le téléphone. Angela s'accroupit derrière une benne, la main sur la bouche. Des pas résonnèrent, lents, délibérés. La voix de Marcus s'éleva, plus proche qu'elle n'aurait dû l'être. « Angela, allez, ne fais pas ça. Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. » Elle ne bougea pas, ne respira pas. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal, » dit-il. « Vraiment pas. Mais maintenant, tu ne me laisses pas le choix. » Une porte claqua, des pneus crissèrent, des sirènes hurlèrent. Elle jeta un coup d'œil au coin et vit des lumières clignotantes, 2 voitures de patrouille, des officiers sautant dehors, armes dégainées. Marcus se tenait à découvert, mains levées, mais ses yeux étaient sur elle, calmes, froids, sans ciller. 3 semaines plus tard, les nouvelles étaient partout. Corps retrouvé sous une maison de banlieue, identifié comme l'adolescente disparue Sarah Jones. Les derniers mots de Belle Voss mènent sa belle-fille à exposer le sombre secret de son fils. Marcus Voss arrêté pour plusieurs chefs d'accusation, y compris meurtre au 1er degré. Ils avaient trouvé plus que les restes de Sarah dans le cellier. Des journaux, des trophées, des effets personnels d'autres filles que la police n'avait même pas encore signalées disparues. Il était détenu sans caution, et les procureurs préparaient déjà un procès pour meurtre capital. Angela observait tout cela depuis une petite ville à 200 miles de là, un autre nom sur sa boîte aux lettres, un autre état sur son permis. Elle avait disparu, mais pas aveuglément. Elle s'était échappée comme Belle l'avait voulu, comme Belle n'avait pas pu. Un matin, un colis arriva, sans adresse de retour. À l'intérieur, une petite boîte de velours. Elle l'ouvrit, le bracelet de perles vertes, nettoyé, restauré, et en dessous, une note dans l'écriture immistakable de Belle, pour avoir survécu à ce que je n'ai pas pu. Angela le fixa longtemps, le bracelet chaud dans sa paume, ses doigts tremblants. Elle n'avait pas seulement survécu. Elle avait mis fin à tout cela. Nous sommes arrivés à la fin de l'histoire.
J'espère que vous l'avez apprécié. Laissez un pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour d'autres histoires captivantes.